Bonjour à toutes et à tous. Nous voici à Londres. Nous ne sommes pas dans un hôtel. Non, je rigole. On recommence. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ici à Londres avec none other than Kémy Seba. Kémy Seba. Peut-être vous savez, Kémy Seba et moi, j'ai participé, j'ai été invité On a collaboré. à collaborer Je avec pense qu'on toi. peut dire. Pas Pas la même collaboration que ce qu'on a l'habitude d'entendre de manière générale. C'était une collaboration saine. On a travaillé ensemble sur dans ton émission Info Insolent, où j'avais une petite chronique très modeste et économique. Qui a beaucoup apporté. Merci. Et en tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié de pouvoir, chaque fois que je peux faire quelque chose pour contribuer à ce qui est positif pour l'Afrique, tu pourras compter sur moi, ça c'est certain. Ceux qui vous ne connaissent pas Kémy Seba, qui peut-être me suivent, je voulais vous parler, Kémy, tu te présenteras, mais certainement, je voulais parler de 2 livres que tu as écrits, que j'ai beaucoup appréciés. Supranégritude, je crois que tu l'as sorti en 2012 2013. 2013. Mais je l'ai écrit en 2012. Et le tome 2, ouais. Black Nihilism, qui lui est sorti très récemment, l'année dernière, il y a quelques mois. Qui sont le premier peut-être plus biographique. Plus biographique et j'ai envie de dire aussi plus diasporique, qui expose la situation, le parcours d'une jeunesse afrodescendante qui se pose des questions sur son rapport au monde, sur son rapport à l'Occident, sur le regard de cette nouvelle génération africaine confrontée à des problématiques du XXIe siècle. Et le deuxième est beaucoup plus axé sur une analyse géopolitique continentale. Africaine. Le sous-titre, le deuxième titre, donc je vois le premier Supranégritude, c'est autodétermination, anti-victimisation, virilité du peuple. Comment ces 3 éléments et le reste, d'ailleurs, il y a une partie très autobiographique dans ce livre, qui est assez touchante, je trouve, puisque tu n'es pas complaisant avec toi-même. C'est toujours, moi je trouve toujours enrichissant les gens qui sont capables d'avoir une autocritique et une capacité de se remettre en cause. C'est mieux de se critiquer soi-même, ça coupe l'herbe sous le pied de ceux qui attendent que tu dresses un portrait idéal de toi-même pour qu'ils puissent par la suite te faucher. Donc on est dans une démarche où, au-delà de ça, s'interroger soi-même, se questionner soi-même, parfois ne pas hésiter à se lacérer, ça permet aussi de s'améliorer. On a une pierre qu'on essaye de polir, et pour la polir, parfois il faut frotter. Et c'est dans cette démarche que j'ai été, que je suis, et je pense que je serai toujours. Parce que je suis un éternel insatisfait, et je suis jamais content du travail effectué. Je pense toujours que je peux faire mieux, et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut avancer. Tu parles d'autodétermination, donc d'indépendance, de souveraineté. Parce que c'est ce qui manque le plus à l'Afrique, selon moi, et au monde africain, aux afro-descendants de manière générale. Même si le monde africain est complexe, il n'est pas monolithique. C'est une addition de différents mondes qui donne un monde, certes, mais il y a un certain nombre de points communs qu'on a, outre le fait qu'on vient d'un foyer civilisationnel commun, à mon sens. Et c'est autodétermination. On est déterminé par d'autres, et c'est ce qui fait qu'on est la bijouterie du reste de l'humanité. Mais nos richesses naturelles ne nous servent pas, nous-mêmes. C'est le plus gros problème. Anti-victimisation. Anti-victimisation, parce que, comme le terme l'indique lui-même, on a vécu une histoire dramatique qui continue aujourd'hui, certes, mais on dit toujours qu'une civilisation, elle est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Et je pense que l'élite, dans sa stratégie de nous déviriliser, et là je reviens sur le troisième virilité du peuple, quelque part, elle sait très bien qu'en nous poussant à jouer le rôle de victime, on ne reprendra pas en main les rênes de notre destin. Et je pense qu'il est nécessaire qu'on quitte ce statut de victime-là, qu'on analyse les raisons qui ont fait, au-delà du méchant, de dire le méchant Occident toujours, analyser les raisons qui ont fait qu'on est tombé. Parce que si on analyse et on trouve les clés pour fermer les portes de la chute, quelque part historique des nôtres, on arrivera à une situation où on ne pourra plus tomber par la suite. Donc voilà, c'est dans cette démarche-là que je me situe. Je pense qu'il est nécessaire de faire une introspection, d'être dans cette démarche de l'auto-amélioration. Et parce qu'on ne peut pas en vouloir à un vautour d'agir comme un vautour, mais on peut en vouloir à un lion de se comporter comme un caniche. Et c'est ce que je pense. Je pense qu'on est des lions, mais on porte des bigoudis aujourd'hui. Je sais que c'est la mode durant la théorie du genre, durant cette période de théorie du genre, mais il est temps qu'on enlève les bigoudis et qu'on laisse pousser la crinière et qu'on arrête toujours de dire que les méchants
nous mange parce qu'on ne mange que ce qui est mangeable. Et on ne marche que sur quelque chose qui est étalé, généralement. Le discours que tu portes dans tes émissions radio, dans tes émissions à la télévision, dans tes livres, très honnêtement, il me semble raisonnable. Il me semble juste, et je vous encourage vraiment à lire ces livres, mais il me semble raisonnable. Or, parmi ce que l'on appelle, entre guillemets, la dissidence... Même si j'aime vraiment plus trop ce terme-là. Moi non plus, c'est un terme, on m'a parfois dit, Pierrot, toi aussi tu es dans la dissidence. Moi j'ai un message comme parmi toi. Ceux qui résistent, je dirais. Voilà. En tout cas, résistance, déjà, c'est peut-être plus juste. Tu as été parmi ceux qui ont été le plus enquiquinés, c'est pas le terme. On t'a harcelé, on t'a diffamé. Ça continue d'ailleurs. Hein. Et tu as même fini par là, tu es même passé par la case prison. À 2 reprises. Ce qui est à la fois, je ne sais pas si on peut dire glorieux, je pense que tu t'en serais bien passé. Ouais. Mais en tout cas, quand on sait le nombre de vrais criminels qui ne finissent même pas en prison, bien qu'ils soient condamnés, comment tu expliques cet acharnement particulier sur toi? Je pense c'est juste la position de différents facteurs qui font qu'il y a une hystérie, à mon sens, démesurée, comme son nom l'indique. Quand on parle d'hystérie, ce n'est jamais raisonnable de toute façon, vis-à-vis de notre démarche. Tout a commencé, à mon sens, avec notre action de confrontation, de volonté de confrontation physique vis-à-vis de milices extrémistes juives qui étaient protégées et tolérées par l'État et qui faisaient la pluie et le beau temps en termes de terreur en France à une certaine époque. Quand on parlait de la LDJ, du Bétard, c'était des groupes limites, on avait l'impression qu'ils marchaient sur l'eau, des groupes qui faisaient peur à tout le monde et tout le monde se taisait face à eux. Et nous, dans notre stratégie justement de virilité et de code de l'honneur, on est rentré dans une démarche où ils nous ont fixé rendez-vous, on est venu les voir. Mais notre démarche n'était pas une démarche simplement de voyoucratie ou d'un gang qui va affronter un autre gang. Il y avait un discours politique derrière. Et je pense que les autorités françaises, qui ont été habituées à nous bercer et nous berner aussi, avec le biberon de SOS Racisme, avec le biberon de l'antiracisme, nous abrutir avec un certain nombre de concepts venus de l'extérieur, sur lesquels on pourrait, je pense, faire une rédaction durant un certain temps, ne pouvaient pas s'attendre à ce qu'on ait une culture politique telle que celle-ci. Une culture politique qui a mûri avec le temps, parce qu'on se remet tout le temps en question. Je me méfie des gens qui pensent tout savoir, alors que quand on gratte, on se rend compte que la science n'est pas forcément leur domaine de prédilection. La science, elle est évolutive. On a grandi, on a mûri, mais dès la base, on avait quelque chose qui a fait peur au système. Et au fur et à mesure, le système nous donnait des coups. Il pensait qu'on allait baisser la tête, mais je dis toujours que à chaque fois que le système croit croit me noyer, il m'apprend l'apnée. Donc c'est voilà, c'est ce qui crée l'hystérie, et c'est ce qui fait que là où d'autres, dans le camp de la résistance, entre guillemets, ont des procès, mais ne seront pas soumis aux mêmes règles restrictives que moi. En tout cas, tu en parles dans ton deuxième livre, Black Nihilism, et celui-ci, et ça va m'amener au thème fondamental de ce dont je voulais parler avec toi. Le sous-titre, c'est Résistance africaine au mondialisme, retour à la tradition primordiale. C'est vraiment deux concepts que peut-être tu peux expliquer. Quand tu parles de résistance africaine au mondialisme, quels sont aujourd'hui les principaux acteurs et les vecteurs qu'ils utilisent pour imposer à l'Afrique, peut-être qui a été la première victime historiquement d'un certain mondialisme, depuis la conférence de Berlin. Bien sûr. Comment cette résistance, ces acteurs agissent aujourd'hui et comment tu vois justement cette résistance et à quoi elle sert? Il faut rendre à César ce qui est à César. Il faut savoir reconnaître chez l'ennemi sa grandeur et ses capacités. La grande force de l'élite globaliste ou mondialiste, peu importe le nom qu'on va lui donner, ça revient de toute façon dans la même réalité, c'est qu'elle a cette capacité de pouvoir analyser les proies qui sont les siennes, ou les gens, les peuples qu'elle veut assujettir quelque part. Et elle s'est rendue compte avec le temps que peut-être la stratégie frontale, c'est-à-dire des nations ou des élites occidentales qui viennent toujours dans cette démarche de nous combattre, de nous assujettir, de nous soumettre, directement ou frontalement, ça ne marchait pas. Ou du moins, ça commençait à créer un sentiment d'hostilité au sein du peuple. C'est des choses qui existent. On a un peuple, je dis toujours, on a un peuple hospitalier, mais on a tellement été hospitalier qu'on a fini à l'hôpital. C'est ce que je pense profondément. Et le peuple en est de plus en plus conscient. Et c'est pour ça que les grands stratèges du globalisme
modernes se sont dit que peut-être la meilleure stratégie vis-à-vis d'un peuple tel que, ou deux peuples tels que les Afriques, de ceux qui constituent le peuple africain, c'était d'agir dans une stratégie de se présenter comme des amis, en créant par le biais des ONG, en défendant des concepts tels que la bonne gouvernance, la démocratie, le droit à l'éducation, le droit des femmes. On est dans des sociétés qui aujourd'hui sont mal gérées, sont mal dirigées. Parce qu'avant que le prédateur occidental ou capitaliste vienne marcher ou manger nos cadavres, on a nos chefs d'État qui sont les premiers capitalistes, qui sont les premiers vautours, les premiers prédateurs. Bien sûr, la corruption est une science pour eux. Et je dis toujours qu'on parle de cooptation, mais ce sont des co-contractants pour moi. Cooptation, c'est trop facile. Je pense qu'ils font partie tous d'un contrat. Ils ont tous un contrat, ils ont signé un contrat avec d'autres. Ce ne sont peut-être pas forcément les Occidentaux qui gagnent le plus dans ce marché-là. D'ailleurs, on peut se poser les questions aussi. Et franchement, quand on voit l'opulence dans laquelle les banques de mon pays, la Suisse, apprécient beaucoup leur business. On est d'accord. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on m'interdit d'aller dans ton pays, parce qu'ils ne veulent pas peut-être que j'en parle. Mais on en reparlera. Parenthèse, je salue, s'il nous regarde, Jean Ziegler qui a souvent parlé d'Afrique. On est sur écoute. On salue d'ailleurs les gens qui nous écoutent dans les services secrets, les services. On leur passe le shalom. Voilà. C'est une blague de mauvais goût, mais. D'ailleurs, avant de retourner à ma petite parenthèse, tu as mis pas mal d'eau dans ton vin par rapport à la critique communautaire dont tu parlais, bien que on comprend les soucis que tu as pu avoir à l'origine. Communautaire avec quelle communauté? Avec derrière le hasard, il y a le hasard. Mais plus sérieusement, humour à part, je pense, j'ai l'impression que tu as affiné ton message et tu ne mets plus tout le monde dans le même bain. Alors, je vais te répondre, c'est pas une question de mettre dans le même bain ou pas mettre dans le même bain, Pierrot. Je pense sincèrement que je suis quelqu'un qui est j'essaye toujours de parler en fonction des constats que je fais. Et forcément, les voyages élargissent l'horizon aussi. Quand tu es confronté à une réalité dans un pays, tu fonctionnes en fonction de ce que tu vois. Quand tu voyages en Afrique, parler toujours de la même communauté n'a pas de sens, dans le sens où la problématique africaine est 1000 fois plus complexe que de parler du simple sionisme. Le sionisme est une branche de l'arbre, mais l'ultra-capitalisme et la corruption africaine, d'accord, en est une autre aussi, et c'est peut-être ce qui nous tue le plus aujourd'hui. Donc ça donne peut-être la sensation que j'ai mis de l'eau dans mon vin, mais simplement le fait que j'ai changé mon centre de gravité en termes d'action fait que forcément mon analyse ou ma réflexion grandit ou augmente en complexité. C'est ça. Et je ne me vois pas en effet parler tout le temps. Je le dis, ça n'empêche pas que j'aime me rappeler, alors bon souvenir parfois, aux élites de la communauté qu'on ne cite pas, mais je suis confronté à des réalités que je dois analyser, que je dois constater. Et je ne peux pas toujours nous parler de cette communauté. Et quelque part, je pense que c'est de la victimisation aussi. Plus le temps passe, que de toujours parler de ces gens-là comme étant la clé du problème, parce qu'ils ne sont pas les seuls. Même si objectivement, s'ils devaient avoir des quotas, ils ont explosé les quotas en termes de représentativité. Ce qui n'est pas très habile. J'ouvrais une petite parenthèse sur la Suisse. C'est vrai que tu as voulu venir à Genève. Je me réjouissais d'ailleurs de te rencontrer à ces occasions. Et je crois que dans l'histoire de la Suisse, d'ailleurs, c'est un sujet de honte pour mon pays, à mon avis, ils ont préventivement empêché que tu viennes, alors que tu as un passeport ou tu as le droit de venir en Suisse, dans mon pays. On t'a empêché de venir pour amener ton discours, qui encore une fois, à mon avis, n'est pas du tout extrême, n'est pas du tout dans l'excès quelconque. Il me semble, alors certes, il peut déranger, bien sûr, à l'évidence. Et il dérange. Mais enfin, la Suisse est un pays qui a accueilli des criminels comme Lénine, enfin, je veux dire, comme Mussolini. Mais non, pas Kémy Séba. Donc il y a quand même un dysfonctionnement quelque part, et ça, un jour, ça devra être tiré au clair, parce que c'est un dysfonctionnement, peut-être que ça me paraît au final très cohérent. Après, je fais une distinction entre les autorités helvétiques, évidemment, bien sûr,
que tu connais mieux que moi, qui sont censés représenter le peuple, voilà, qui sont censés. Mais là, et qui sont censés être le peuple, plus que le ça. dysfonctionnement est là, peut-être. Peut-être le dysfonctionnement est là. Mhm. Pour revenir à l'Afrique, parce que vraiment c'est un sujet on a discuté de... J'ai une petite, modeste expérience de travail en Afrique, quelques années. Mais tu parles de... Donc, et encore une fois, dans ton deuxième tome, Black Nihilism, le deuxième élément, partie du sous-titre, c'est retour à la tradition primordiale. Ce qui me parle, puisque j'écris de survie, donc de retour à ce que j'appelle des bases autonomes durables. En Afrique, dans mes voyages, j'ai pu constater qu'à la fois, il y a une tradition primordiale qui est encore incroyablement présente et auquel peut-être beaucoup de gens de la diaspora devraient en tout cas se rattacher, même à distance si c'est possible. Mais ça, c'est toi qui nous en parleras. Mais aussi, il y a un développement surtout des centres urbains de l'Afrique, qui ont une croissance économique phénoménale. Aujourd'hui, c'est parmi les plus fortes du monde, mais qui semblent calquer, singer, copier le développement occidental avec tous ses désavantages moraux, avec toute la décadence occidentale qui aujourd'hui se juxtapose. Et la consommation, la pollution, et donc finalement de copier un modèle qui, à l'évidence, ne fonctionne pas et qui, à mon avis, va s'effondrer. Comment toi tu vois ce retour à la tradition pour déjà les habitants de l'Afrique, pour ceux qui sont dans les villes évidemment, ou pour la diaspora qui ferait cette démarche de se rapprocher ou même faire comme tu l'as fait, ce retour aux sources? Bon, si je commence par la diaspora, la meilleure façon de se rapprocher de cette tradition, c'est de sauter le pas. C'est-à-dire pas forcément être dans une logique d'installation définitive parce que certains ne le peuvent pas. Il faut aussi dire une chose, c'est que tout le monde n'est pas prêt à rentrer. Rentrer, c'est un sacrifice. Quand je dis un sacrifice, c'est abandonner un certain nombre de privilèges, quoi qu'on puisse en dire, même si à long terme, ce sacrifice sera quelque part une chance, parce que je pense que la société occidentale va s'effondrer et qu'une société qui est présentée comme sous-développée, par définition surdéveloppable, c'est ce que je pense en ce qui concerne l'Afrique, si on regarde ça, ne serait-ce que sur la... Encore qu'il faut s'entendre sur qu'est-ce qu'on entend par développement. Merci, c'est pour ça que je dis que tout dépend du contenu qu'on met dedans, mais en tout cas, il y a tout à faire sur le continent africain, à mon sens. Et en ce sens-là, ceux qui rentreront, ils auront peut-être une chance d'aller très loin et de pérenniser un certain nombre d'actions et de démarches. Donc la tradition, se retrouver dans ce domaine traditionnel, se rapprocher, et encore une fois faire une distinction entre les chefs coutumiers et les chefs traditionnels, une distinction entre la coutume, qui est quelque part la tradition sans la boussole, sans la compréhension de ce qu'est le sens originel, de ce qu'est la logique du pérennialisme en tant que tel. Ça, c'est une chose. Pour ceux du continent, quoi qu'on en dise, même s'il y a une industrialisation qui, à mon sens, n'est pas forcément des plus intelligentes et n'est pas la meilleure façon, quelque part, pour nous, d'aller vers le, entre guillemets, développement. Et là, encore une fois, il faudra qu'on revienne sur cette notion de développement peut-être après, en fonction du temps qu'on aura. Mais la tradition est présente partout. Moi, je me rends compte en Afrique. Il n'y a pas besoin de Kémy Séba, de toute façon, pour venir dire « rapprochez-vous de la tradition ». C'est quelque chose que je constate à bon nombre d'endroits. Même s'il y a un domaine syncrétique, il y a une démarche syncrétique dans beaucoup de choses, il y a des influences extérieures qui viennent. Mais la tradition, de toute façon, elle est universelle. Quand on parle de la tradition primordiale, et elle relie toutes les sociétés premières dans le monde. Et je me rends compte partout où je vais, dans toutes les villes où je vais, même dans les grandes capitales africaines, que ce soit à Lagos, que ce soit donc à Dakar, que ce soit dans différents pays, au Bénin et ailleurs, ils ont tous ce rapport à la tradition qui est présent. Maintenant, le link qui n'est pas systématiquement fait, c'est le rapport entre la compréhension du danger du globalisme ou du mondialisme et la nécessité de se servir de la tradition comme barrière à ce globalisme-là. Voilà. Et ça, c'est un travail de conscientisation, de sensibilisation que moi, j'essaie de m'évertuer à faire par le biais des médias. Donc, je me sers quand même des moyens que l'on a aujourd'hui, parce que le but n'est pas d'être dans une caricature, on est dans une guerre, c'est comme ça que je vois les choses. Et il y a une corrélation à trouver. Celui qui est capable de comprendre que la tradition est une barrière et que le globalisme, quelque part, c'est une marée qui peut nous envahir, quelque part, je pense qu'on aura avancé sur beaucoup de choses. Celui qui aura réussi à capter ça, il avance. Mais beaucoup de personnes ne comprennent pas, et c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas fait le lien entre colonialisme et globalisme.
beaucoup de gens ne comprennent pas que le globalisme aujourd'hui est l'ultime forme du colonialisme. Ouais. Et c'est ça le problème principal en réalité. Et en Afrique, vous avez eu, si je puis dire, 50 ans d'avance dans la prédation Exactement. Peut-être qui même vient plus, à hein. rêve, mais peut-être même plus. Ouais, parce que quand on parlait de la conférence de Berlin, voilà, ça va au-delà de... 100 ans, Mhm. 150 Bien ans. sûr. Cette prédation qui aujourd'hui, et là on voit que finalement, finalement les élites qui sont prédatrices, elles ont créé et utilisé un certain racisme quand ça les arrangeait, Mhm. mais en réalité aujourd'hui elles vont faire leur prédation sur tout le monde. Bien sûr. Et aujourd'hui en Europe, nous découvrons une certaine forme d'exploitation, une certaine forme de colonisation très C'est pour ça que vous parlez perverse. de nouvel ordre mondial. Mais Exactement. sauf que ce qui est nouveau pour vous est très ancien pour vous. Exactement. Voilà. Exactement. Et c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, on a oublié, en sautant avec mes histoires, j'ai oublié de te laisser répondre justement à comment tu vois justement cette mainmise de ce néocolonialisme. Tu as parlé un petit peu des ONG, tu en parles beaucoup dans ton livre, tu en parles dans beaucoup de tes interventions, mais il y a aussi cette géopolitique. On voit l'Africom, les États-Unis, Bien sûr. avoir une présence. Quelque part, c'est la première, je veux dire première, c'est compliqué parce que ça se vaut, mais c'est l'un des plus grands dangers que l'on a aujourd'hui, c'est Africom, sur le continent africain, je le pense foncièrement. Ces stratégies de vouloir installer donc des bases, Africom c'est quoi? C'est le commandement américain sur le continent africain, installer des bases militaires américaines qui en réalité pourraient superviser, surveiller les différentes zones où se trouvent des matières premières extrêmement importantes pour la puissance américaine, puisque on le sait, la puissance américaine vit aussi de cette prédation globale, plus que peut-être la plupart des nations sur ce globe. Et c'est stratégique à Africom, quelque part c'est la stratégie, on en parlait tout à l'heure, qu'un mafieux, lorsqu'il voit un boutiquier ou un homme d'affaires ouvrir une petite boutique, cette boutique lui plaît, il sait que ça peut lui rapporter quelque chose, il dit je veux travailler avec toi, je veux faire ta sécurité. Le boutiquier dit non. Et lorsque le mafieux entend un refus, il dit ah d'accord. Et il envoie les nuits qui suivent différents casseurs, des Boko Haram, hein, des États islamiques, qui vont venir casser la boutique. Le nom de la boutique par hasard, ça va être Nigeria. Hein. Et puis du jour au lendemain, le boutiquier qui disait non au mafieux nommé Africom ou nommé Amérique, il est obligé de le rappeler en disant finalement je veux qu'on travaille ensemble pour défendre cette boutique-là parce que beaucoup de gens veulent du mal. Le problème c'est que c'est à la base le mafieux nommé américain ou autre, parce qu'il est multiple en réalité, qui agit de cette façon. Et c'est cette stratégie-là sur laquelle il faut faire un gros travail. J'essaie de faire un gros travail de sensibilisation parce que quand on est capable d'analyser, de comprendre comment il fonctionne sur un schéma, on est capable de prévoir les différentes façons dont ils attaqueront les autres boutiques sur le continent. Donc voilà, c'est complexe, mais en même temps, c'est de la mathématique pure. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de boutiques et qu'elles sont très riches. Exactement. Les États-Unis ne sont pas les seuls d'ailleurs. Sans te couper, Pierrot, comme tu le dis très justement, il y a beaucoup de boutiques qui sont très riches. Le problème, c'est qu'avant, ces boutiques-là étaient dirigées par les mafieux. Donc les guerres étaient moins présentes. Mais depuis que ces boutiques-là, les personnes du quartier elles ont été privatisées, on dit bon maintenant ça nous appartient un peu. Ah là le mafieux il engage des casseurs. Mais c'est l'histoire humaine. Hein, ça. Bien sûr, ce phénomène Boko Haram qu'on voit en ce moment, absolument abominable. Je crois que aucune personne saine d'esprit peut rester insensible encore que les médias occidentaux sont restés insensibles de tout ce qui s'est passé au Kivu et d'autres endroits où il y a eu des guerres terribles. Après, l'histoire de l'intervention des puissances occidentales en Afrique, généralement, n'est pas très bénéfique ou n'est pas gratuite. C'est un euphémisme. Voilà. Donc c'est vrai qu'on peut toujours dire, et si on avait intervenu au Sierra Leone, au Libéria, au Rwanda, au Burundi, peut-être c'est ce qu'on a fait d'une certaine manière, et c'est peut-être à cause de ça qu'il y a eu sans être angélique. D'ailleurs, je tiens à te féliciter pour un point qui est un point très important, c'est que tu n'es pas justement ce que tu dis afrocentriste, tu n'es pas dans l'approche tout est beau dans mon pays et toute la faute elle est ailleurs. Non, je ne suis pas complaisant. Je l'ai été, parce qu'il faut aussi le dire, on peut pas. Je pense que l'histoire d'un homme, c'est l'addition de différentes expériences. Et je l'ai été dans cet idéalisme de jeunes révolutionnaires africains nés dans la diaspora qui rêvent de voir une Afrique mythique. Je l'ai été, puis en se confrontant au réel aussi. Disons que j'ai pris des coups qui m'ont poussé à analyser les choses un peu plus en profondeur.
Et en effet, l'Afrique, elle est loin d'être idéale, elle est loin d'être idyllique. Si elle l'était, je pense qu'elle ne serait pas là où elle est aujourd'hui aussi. Et le but, c'est de se rapprocher non pas de l'idéal, mais de faire en sorte que tout le monde puisse vivre mieux, puisse vivre en fonction de ses ressources, parce que je pense que chaque peuple a le droit de disposer des ressources qui sont sous son sol. C'est un droit inaliénable normalement, sauf que c'est un droit qui, voilà, dont on ne jouit pas depuis un certain Pas temps. vraiment, non. Voilà. Mais le problème, c'est que, de toi à moi, et puis même pour les internautes, ça m'arrangerait si ces ressources-là, seul l'oppresseur occidental en jouissait. Le problème, c'est que les dictateurs qui sont à la tête de nos États en jouissent aussi, mais au détriment du peuple. Comment ça, dictateur? On vous a pas amené la démocratie? La question, c'est de savoir qu'est-ce que la démocratie est aujourd'hui. C'est On une autre question qu'on peut se est en poser. train de découvrir en Voilà. Occident aussi ce que c'est que la démocratie. On est en train de se faire avoir de cette même manière. Et donc, ce retour à la tradition primordiale, tu as participé à des projets de villages africains, de tentatives de retour à cette autonomie intellectuelle, même d'un point de vue philosophique. On parlera de ce que tu as trouvé d'intéressant chez Nietzsche. Je vois que tu es un passionné de Je suis un passionné de Nietzsche, même si ma fierté africaine fait que j'apprécie énormément cette personne-là, mais je sais aussi trouver dans bon nombre d'auteurs ou de penseurs, de sages africains. Quand on regarde le sage Ogotomeli, on peut trouver aussi un certain nombre de bases de réflexion. Je ne dis pas que Nietzsche en a inspiré, c'est pas ça, je ne suis même pas sûr qu'il le connaissait, mais qu'on retrouve chez tous les grands penseurs de manière générale. Il faut juste creuser. L'humanité regorge de penseurs et de sagesse qui se recoupent en réalité. Vas-y. Non, et cette approche de la philosophie, elle s'imbrique, comme tu l'expliques dans le livre, avec le concret. Parce que la philosophie pure, c'est déjà bien, mais sans l'application concrète dans le réel, ça reste stérile. Et pour être fertile, on doit travailler la terre, travailler les traditions aussi dans leur application. Comment tu... En fait, la question elle a deux sens. Comment tu vois, pour des personnes d'origine africaine qui sont aux États-Unis, dans les Caraïbes, en France, etc., et tu l'as dit, pas tout le monde va pouvoir ou vouloir revenir, néanmoins une partie va le faire, notamment alors que l'économie occidentale va aller de pire en pire. Une partie le fait déjà progressivement, je le vois beaucoup ces dernières années, puis il y a quand même un certain nombre de gens, je ne dis pas que j'en suis le responsable prioritaire, là n'est pas la question, mais qui, par pur bon sens, rentrent sur le continent africain parce qu'ils voient qu'il y a un certain nombre d'opportunités à avoir sur ce terrain-là aussi, clairement. Et en Afrique même, il y a des gens, il y a aussi, tu en parlais, au Sénégal, il commence à y avoir un milieu intellectuel. Certainement, moi j'ai constaté en existe depuis longtemps. Oui. C'est même me lapider si c'est vrai. Qui existe depuis longtemps, le milieu intellectuel. Bien sûr, c'est un grand milieu bien Sénégal, très connu. Mais je voudrais dire, dans tous les pays que j'ai pu connaître en Afrique, on sent qu'il y a un milieu intellectuel qui foisonne, avec des débats d'idées, avec lesquels on peut être d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas le débat existe, bien plus vibrant peut-être que dans le passé, et puis surtout, il y a une classe moyenne significative, c'est pas encore la majorité, significative, je l'ai vu au Kenya, on l'a vu en Afrique australe, on a vu, qui commence à grandir, qui commence à avoir une certaine richesse, qui commence pour certains à réfléchir sérieusement au développement, mais sérieusement durable. Le problème, c'est que ce n'est pas le cas de malheureusement, tous les gens de cette classe moyenne. Parce qu'il y a beaucoup veulent juste consommer. Voilà. À l'occidental. Mais une partie commence à se sentir responsable du patrimoine qui est le leur, donc veut avoir une influence dans la politique de leur pays. Et peut-être que ça force ces fameux dictateurs démocratiques, présidents à vie générale, à être obligés de composer s'ils veulent rester là. Ils composent, mais le gros problème qu'il y a aussi dans ces classes, parce que là tu viens de mettre le doigt sur un problème qui est central dans les sociétés africaines de manière générale, aujourd'hui en ce début du XXIe siècle, on parle encore une fois des influences extérieures et de cet encerclement sur le terrain de la réflexion qu'on peut avoir. Il y a le domaine de l'altermondialisme qui n'a jamais été aussi prégnant dans les cercles intellectuels africains. Cheval de Troie, voilà, exactement. Un autre. Mais quand on parle d'altermondialisme, il y a mondialisme aussi. Donc, un autre mondialisme, c'est pas la solution quand on sait ce qu'est c'est comme si on dit altercolonialisme. Je suis pas sûr que ce soit quelque chose d'enrichissant pour les gens. Et le gros défi en ce début du XXIe siècle, c'est ça. Sans dire moi je, ce que c'est pas le but, mais
il y a un certain nombre de gens, dont je fais partie modestement, qui sont en train de faire prendre conscience, euh, justement à l'intérieur de ces classes moyennes-là, aussi au sein du peuple, que la problématique, c'est pas justement, c'est pas les histoires de Davos, c'est pas les histoires de ces grands forums-là, c'est pas cette histoire d'un autre mondialisme avec un humanisme caricatural qu'on nous présente, parce que cet humanisme-là, l'histoire nous a montré que ça n'existait pas tant que ça. Il peut y avoir la paix entre les gens, mais la paix qui fonctionne sur le respect. Mais le respect dû à un angélisme béat des peuples, je ne crois pas en cette situation-là. Moi, si je te parle, et si on se parle, c'est pas parce qu'on s'est vu dans les yeux, j'ai kiffé tes yeux, tu as aimé les miens, puis c'est pas mon bois, puis c'est pas le tien non plus, objectivement. Mais c'est parce que on a, euh, c'est pas une question de rapport de force, mais il y a un code de l'honneur Oui, qu'on a trouvé l'un en l'autre. Et dans nos sociétés africaines aujourd'hui, notre gros problème, c'est que je pense profondément que on se trompe d'alliés. Encore une fois, le, le, le paternalisme de gauche a encore de bons jours devant lui dans bon nombre de sociétés africaines. Je ne vais pas citer les noms des attaques et compagnie, mais je me comprends. oui, oui, bien sûr. Et ça joue beaucoup aussi dans le nivellement vers le bas de la compréhension des enjeux géostratégiques. Parce que le problème, c'est que ces structures altermondialistes, ces ONG altermondialistes, et cette pensée altermondialiste qui est majoritaire dans dans les tissus intellectuels africains, euh, nous détourne des vrais problèmes et nous pousse justement à ne pas comprendre, ne pas être prêt à recevoir les attaques des structures telles que celles dont on parlait tout à l'heure lorsqu'on parlait de Boko Haram. Parce que justement, on est en dehors de la réalité qui est la nôtre. Et l'intermondialisme s'oppose à cette réalité justement traditionnelle, quand on analyse réellement. Puisque le mondialisme, par définition, ne peut pas être lié à une démarche traditionnelle. La tradition, c'est la particularité, mais les différents particularismes, en réalité, sont tous, comment dirais-je, liés à un cercle qui crée un soleil, parce que c'est quelque chose d'universel, certes, mais c'est un faisceau de lumière pour chaque peuple, et c'est cette addition de faisceaux de lumière qui crée la lumière de manière générale. Donc si les gens ne comprennent pas que soit l'altermondialisme, que soit le mondialisme, aujourd'hui, ce sont des plaies pour nous, l'Africain ne pourra pas s'en sortir. Et en ce sens-là, oui, le terme dissidence peut prendre son sens. La pensée qui est la nôtre est véritablement dissidente sur le continent africain. Dans le sens où, souvent quand je parle à la télévision ou autre, c'est aussi pour ça que ça touche énormément les jeunes, c'est que notre discours, on ne va pas l'entendre à bon nombre d'endroits. Les trois quarts des autres endroits, les trois quarts des autres, entre guillemets, personnes qui réfléchissent sur la question de la volonté de sortir le continent africain de sa précarité actuelle, les trois quarts des autres n'apportent pas ce genre de réflexion-là. Et c'est ça le problème pour moi principal. Donc, moi, le but n'est pas de parler de tradition pour parler de tradition. Je suis venu à la tradition dans le but de chercher des solutions. C'est clair. C'est toujours dans un pragmatisme en réalité que c'est toujours cette démarche-là que je vais vers les choses. Et de la même façon, tout à l'heure, tu parlais des villages autonomes. Moi, mon vécu a fait, et je le dis, hein, je l'explique même dans Black Nihilisme, j'ai été porte-parole de la société africaine mosaïque. Je ne le suis plus maintenant. C'était une aventure. Jeune Afrique a bien résumé ça, même si je diabolise beaucoup Jeune Afrique, j'aime pas trop. Mais là-dessus, ils ont fait un article très concret, très pragmatique sur mon retour, sur ma démarche, etc. C'était pas géographique, c'était vraiment où ils expliquaient qu'en effet, la société africaine mosaïque, on a été dans un projet idyllique, mais qui dit idylle dit que parfois on se confronte aussi après au réel. Et le réel est qu'on ne peut pas venir parler de pépinière de renracinement si on n'a pas une compréhension réelle de la mentalité des gens voilà, donc, avec lesquels on veut vivre. Donc il a fallu un temps d'adaptation. Et le problème, c'est que dans le domaine économique, le temps d'adaptation, ça coûte. Donc les gens sont obligés de trouver des solutions alternatives. Pragmatiques. Exactement. Et donc ils se sont tournés, et le PDG, c'est quelqu'un que j'aime profondément, il s'appelle Fred Cano, c'est quelqu'un que j'aime profondément, c'est mon grand frère, c'est mon ami, toujours plus que jamais le cas aujourd'hui, on est en contact tout le temps, qui est un entrepreneur par ailleurs, hein, qui a dépensé beaucoup dans ce projet. Toi-même, tu fais partie des gens qui ont soutenu ce projet, hein, je pense que c'est bien de le dire. Hein. Et, mais la réalité est la suivante, c'est que ça n'a pas... Ils ont été obligés, pour retomber sur leurs pattes, de transformer ce projet qui était un projet de pépinière de renracinement africaine. Beaucoup de gens sont africains, fiers de l'être dans le point ou dans les likes sur Facebook, mais après pour investir financièrement c'est autre chose. Et donc ils ont transformé ça dans une démarche de tourisme, mais bon,
à partir du moment où il y avait cette démarche-là, moi j'ai dit que je préfère monter sur Dakar et revenir dans une démarche qui est beaucoup plus éducative et politique, parce que de toute façon, en réalité, c'est mon domaine. Je pense qu'on est le panafricanisme et la résistance de manière générale, c'est un hôpital, il y a différents services, il y a des chirurgiens, il y a des médecins, il y a des médecins, il y a des pneumologues, il y a des cancérologues, etc., des allergologues. Moi, je suis un urgentiste de la pensée ou de la recherche. Je suis là simplement pour décrypter un certain nombre de schémas. Je suis là pour enseigner et exposer la vision du panafricanisme dans ce cadre du XXIe siècle, confronté à la problématique du globalisme. Et ça, c'est objectivement, je pense, être l'un de ceux qui sont de très loin aujourd'hui les plus sollicités, en tout cas au Sénégal pour commencer, dans les universités ou autres. La télé m'aide beaucoup parce que je suis surexposé là-bas et parce qu'il y a très peu de gens qui parlent de cette façon-là. C'est vrai. Voilà. Ça correspond à beaucoup. D'abord, ta réflexion, tes pensées, tes écrits. D'ailleurs, je t'en remercie aussi parce que c'est en ayant travaillé en Afrique longtemps, je suis resté un peu sur ma faim après 5-6 ans de travail en Afrique, bien qu'il y ait eu du succès commercial, etc. Sur justement, au bout d'un moment, je me suis dit, mais au fond, j'aide des sociétés, des entreprises, des gouvernements africains à être plus efficients, mais si cette efficience les transforme plus efficacement, encore plus être les esclaves et soumis finalement, et donc ça je te parle d'il y a 20 ans. Sachant que ça s'est empiré depuis. Ça s'est accéléré, bien entendu. Je prends un exemple. D'ailleurs, petite parenthèse, nous sommes ici à Londres. Ce qui est marrant, c'est que nous avions rendez-vous aujourd'hui. Le Suisse est arrivé 2 heures en retard. Et l'Africain était à l'heure. D'ailleurs, de Suisse, je t'ai ramené des chocolats. Donc, je t'ai ramené des chocolats suisses. Merci. Mais ce qui est intéressant aussi avec les chocolats suisses, c'est que le cacao, il ne vient pas de Suisse. Évidemment. Il vient typiquement de Côte d'Ivoire ou d'autres pays africains, peut-être un peu d'Amérique latine. Mais ce qui est intéressant à dire, c'est que voilà, vous avez des matières premières, en l'occurrence une ressource naturelle agricole, le cacao, qui est exploité par des gens qui ont du savoir-faire, qui ont des compétences. Que je connais bien pour avoir vécu en Côte d'Ivoire, ils sont efficients, ils savent faire leur métier. Après, les cours sont manipulés à Wall Street ou à Londres, juste ici à côté. Donc on peut détruire la Côte d'Ivoire pour changer de régime avec simplement des gens qui sont dans une salle de trading. Bien sûr. Mais ce qu'il n'y a pas en Afrique, c'est que ce cacao, il est envoyé en Suisse pour être transformé en chocolat qui est revendu dans une boîte qui a un certain prix. Peu importe. Mais ce qui importe... C'est important de le dire parce que la plupart des gens et même beaucoup d'Africains de la diaspora, quand ils mangent du chocolat de Suisse, ils ne savent pas que ça vient de leur propre pays. Et oui, et ce qui manque en Afrique, et c'est pas très compliqué, c'est l'usine qui va faire le chocolat directement là-bas et l'entreprise qui... Il n'y a pas de raison. Je vais aller plus loin. Pourquoi Nestlé n'est pas africain? Ce qui manque en réalité, Pierrot, c'est la volonté de ceux qui sont à la tête de nos États. Et c'est le sens des responsabilités. Je sais pas qu'est-ce qui crame. On croyait que c'était les services secrets anglais, mais en fait c'est une bouteille d'eau gazeuse qui fait un drôle de bruit qui va exploser. Mais voilà, et c'est cette volonté d'augmenter la qualité, la transformation, donc la qualité on va dire de la richesse, elle est importante. C'est pas simplement le volume. Je vais tester pour voir s'il m'a empoisonné, parce que peut-être que Pierrot, comme c'est un leucoderme, un blanc, peut-être qu'il est venu pour m'empoisonner aussi. Oui, tu vois, comment on appelle ça, pas la négrophobie, mais tu vois beaucoup de négrophobie dans plein de pays, y compris en Afrique d'ailleurs. C'est assez fascinant. Mais non, entre guerriers, on se respecte et on ne se fait pas des coups bas. D'ailleurs, pour parler de guerriers, il y a un élément qui me tient dans tes livres que vraiment je vous conseille de lire, c'est la virilité. Et l'autre cadeau que je t'ai amené, c'est le livre de Jack Donovan, La voix virile, que tu apprécieras à mon avis, car il touche ce qui fait un homme. Et je sais que tu es sensible à l'importance à la fois de l'homme viril en Afrique, qui parfois... mais dans la virilité même qui touche, pour moi c'est une virilité qui touche le peuple dans sa globalité. La peuple, et j'allais dire, et en fait, le pendant de la virilité masculine, c'est évidemment la féminité masculine, et je sais que tu es quelqu'un d'extrêmement, et je trouve que c'est important de le dire, extrêmement respectueux, et qui met presque sur un piédestal, mais un piédestal qui est mérité, la femme africaine. J'essaye, sachant que là aussi, parce que je me méfie même si ça me touche profondément ce que tu me dis là, hein, je me méfie aussi de certaines couronnes décernées. Je suis loin d'être... je mets sur un piédestal
Le rôle, le rôle historique de la femme, de un, et de deux, celle que j'aime a fortiori. Mais voilà, je suis pas Roméo. Tu comprends ce que je veux Ah, dire? mais c'est Voilà. pas du tout dans ce sens-là que je l'entendais. Je suis loin Ah, de non, l'être non. et Je pense que ça, c'est que, dénigrant, en voilà, fait. et parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où Ça, ce serait insultant si j'avais pensé voilà, ça. non, mais Non. ou Mamadou Roméo peut-être. Mais Le business, voilà. comme ils font avec les touristes blancs, les blanches, les grosses blanches Voilà, qui vont c'est se ça. faire tringler. Ça, c'est un truc que toi et moi, on trouve Voilà. abominable et ça pourrait être dans tous les sens. Hein. C'est Non, pas... dans le sens où vraiment, voilà, j'ai cette complexité, tu sais, il n'y a pas de... Je suis pas non plus dans un roman, la chose est complexe. Historiquement, le rôle de la femme, le matriarcat, au-delà du rapport que je peux moi-même avoir à la femme, le matriarcat, c'est quelque chose d'essentiel dans nos sociétés traditionnelles africaines. Ouais, c'est un pilier. C'est un pilier. Totalement. Voilà. Après, il y a un certain nombre d'étapes. Je le dis, je le répète, et je le dis toujours, je te l'ai dit encore tout à l'heure, je le pense, pour moi, on est en enfer sur Terre. Et je le pense, quand je le dis, ça peut avoir une connotation humoristique, mais je suis très sérieux dessus. Je le ressens énormément. L'Occident, dans son sens même originel, hein, de ce qu'est l'Occident, ou si je vais faire un jeu de mots, qui nous a complètement oxydés, là on est dans autre chose, a déteint sur le reste du monde, y compris sur toi, et y compris sur moi aussi. Bien sûr. Je vois que tu as lu René Guénon, voilà, c'est vraiment ça. Clair. Et en ce sens-là, donc celui qui fait semblant de ne pas être sorti, ou du moins qui fait semblant d'être totalement sorti de ce monde oxydé-là, je suis toujours très prudent par rapport aux qualificatifs, tu vois, je peux être héroïque ou positif qu'on nous donne, parce que la vie, elle est extrêmement complexe. La seule chose dont je suis sûr dans le combat qui est le mien, c'est que je sais ce contre quoi je m'oppose, et je sais ce que je veux pour les miens. Je sais ce que je fais, en l'occurrence cette démarche, ce travail de sensibilisation. Après, il y a un travail de fond qui est complexe et qui est pour nous tous. Je suis très loin d'être un ange, on est tous très loin d'être des anges, et je pense que le véritable, j'aime pas le terme héros parce que ça veut rien dire, mais le véritable héros, c'est celui qui sait qu'il ne l'est pas. Voilà. Nous avons tous deux des familles, des enfants. Mm-hmm. Nous avons le devoir de créer un monde meilleur pour eux. Exactement. Ce monde meilleur, c'est pas forcément dans la croissance, c'est pas forcément dans le développement économique tel qu'on nous l'a vendu ces dernières 50 années. Sachant que le développement est en train de se viander, donc peut-être que c'était pas un développement en tant que tel. Exactement, et d'ailleurs cette virilité ou la féminité que l'on va retrouver, à mon sens, hein, ce sont des attitudes, des valeurs qui sont fondamentales justement pour survivre. Or, moi, ma thèse, c'est que l'Occident en premier, mais qui va emporter tout le reste avec, va nous amener l'effondrement économique, c'est-à-dire que finalement le chaos économique, à mon sens inévitable que ce mode de développement amène. Mm-hmm. En Afrique, l'Afrique c'est vaste, donc je ne devrais pas généraliser, mais sur le continent africain, il y a de nombreux pays qui se sont effondrés, certains que j'ai utilisés comme source d'apprentissage pour comprendre qu'est-ce qui se passe lorsqu'un pays s'effondre, Sierra Leone, Rwanda et d'autres. J'ai vécu au Zimbabwe pendant l'hyperinflation de 96 à 98, donc j'ai vu ce que ça veut dire une monnaie qui perd complètement sa valeur et la population qui tout d'un coup ne peut pas mettre... ce que tu vas dire sur Mugabe. Attention, la population Mugabe a son histoire et il a aussi ses erreurs. Bien sûr. Comme tout le monde, et c'est aussi un politicien, et il est aussi dans une logique de confrontation à la fois avec l'Occident, mais aussi au sein des différents groupes qu'il y a dans le pays. J'ai vu ce que ça fait que lorsque quelqu'un a besoin de son salaire mensuel pour s'acheter un kilo de pain, à cause de l'hyperinflation, ce sont des effondrements dramatiques qui ont une influence concrète dans la survie des gens. Il y a probablement beaucoup à apprendre de cette expérience africaine tragique pour nous tous, pour les pays africains qui ne l'ont pas vécu, pour justement ces nouvelles classes moyennes qui se développent et qui ont peut-être oublié qu'il n'y a pas si longtemps c'était beaucoup plus dur, qu'il y a cet enfer sur Terre. Bien sûr. Et cet enfer, ceux qui subissent... J'ai envie de te dire, Pierrot, que cet enfer, tu parles de l'inflation, mais ce qui est intéressant à souligner sur le continent africain, c'est que même si les classes moyennes se développent énormément sur ce continent,
paradoxalement, l'écart entre les différentes classes, c'est-à-dire que les classes prolétaires en tant que telles n'ont jamais été aussi pauvres pour beaucoup qu'aujourd'hui. Et cette confrontation de différents mondes à l'intérieur du même monde sur le continent africain, je prends l'exemple du Sénégal, j'ai jamais vu alors il y a des gens qui sont d'une richesse, voilà, je veux dire, t'as pas besoin d'aller à Dubaï pour ça, d'ailleurs ils y vont certainement, c'est clair. Mais de l'autre, des gens qui sont d'une pauvreté qui te fait réfléchir sur beaucoup de choses et sur le sens de, tu te poses des questions toi-même, quand tu es de la classe moyenne, tu te dis vraiment, est-ce que tu es même du bon camp? Il y a beaucoup de choses sur lesquelles tu réfléchis. Je comprends. J'ai croisé des ONG en Afrique à l'époque, pour ne pas les nommer, USAID, déjà il y a 20 ans. Ils étaient déjà là, donc tu vois, c'est déjà il y a 20 ans. Et terme, déjà il y a 20 ans, j'étais très méfiant de cet angélisme parce que juste derrière USAID, qui posait des câblages Internet, etc., derrière arrivaient des grands médias, derrière arrivait la téléphonie, derrière arrivait, avec les téléphones arrivait le consumérisme à outrance, et finalement de choper les gogos et les transformer en consommateurs. Et cette consommation, elle amène aussi, on l'a vu dans beaucoup de pays, et je prends l'exemple de la téléphonie exprès, à certains pays d'Afrique de devenir les poubelles de tous les produits toxiques, de tous les métaux lourds, qui sont les résidus de l'utilisation et le fait qu'on jette les téléphones portables du monde entier, y compris des consommateurs africains. Donc ce bulldozer des ONG suivi par un certain consumérisme et de l'industrie, tu parlais on parlait de développement, tu parlais de développement économique. Il peut ne pas être sur la même trace néfaste que celle qu'on a eue en Occident. Bien sûr, il peut ne pas l'être. Il peut ne pas l'être, et c'est important d'en être soucieux. Comment tu verrais parce qu'on parlait aussi de développement démographique en Afrique. L'Afrique, c'est à peu près 1,9 milliard à peu près. Personne n'a les compter, mais 900 millions, 1 milliard d'habitants aujourd'hui. On estime, alors là aussi les estimations, mais on estime la progression à 1,5 milliard en 2030 et 2 milliards en 2050. Donc presque un demi-milliard au Nigeria uniquement. C'est un pays qu'on apprécie pour ses qualités humaines assez fascinantes. C'est un pays fascinant. Comment tu vois, quels sont les risques par rapport à un effondrement, et comment tu verrais les moyens de se protéger pour les Africains, de se protéger de cet effondrement qui, à mon avis, est inévitable. Enfin, en tout cas, s'il devait arriver, comment tu vois ça en Afrique? Écoute, ça revient un petit peu, sans être rébarbatif, au début de raisonnement qui était le nôtre tout à l'heure. C'est-à-dire que pour éviter cet effondrement, je pense qu'il faut être d'abord capable, c'est comme quelqu'un qui est sur un sol, qui se prétend être un connaisseur de sa terre, mais qui ne fait pas une analyse profonde du sol sur lequel il repose et sur lequel il marche. On a besoin plus que jamais aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, de comprendre que avant de songer à cet effondrement économique, il faut qu'on soit capable de faire un inventaire de nos richesses naturelles, de faire un inventaire de qui contrôle ces richesses naturelles-là, de déconstruire ces schémas d'utilisation de ces richesses naturelles-là. Parce que lorsqu'on fait un inventaire, on se rend compte que les 3/4 sont ugités pour des populations, ou même pas pour des populations, pour des élites qui ne sont pas liées à nos populations. Lorsqu'on est capable de faire cet inventaire-là, on se rend compte très facilement. Si tu es dans un pays, par exemple, dans lequel il y a de l'or, si tu es dans un pays dans lequel il y a du diamant, si la monnaie s'effondre, mais que tu as justement ces moyens-là en tant que tel, si tu es capable de faire un travail de fond, de réforme, pour être capable de te réapproprier justement ces richesses naturelles qui sont usitées par d'autres, tu as beaucoup plus de chances de t'en sortir. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un sens de la responsabilité de la société civile qui a trop longtemps compté sur nos dirigeants, qui la plupart du temps sont liés à des forces extérieures. Il faut que la société civile, on parle de virilité, soit dans son rôle, retrouve son sens de la participation à la vie de la cité. La société civile est trop spectatrice aujourd'hui, où elle est trop contrôlée par des éléments étrangers. De telle sorte que, au lieu que cette société civile soit le contre-pouvoir réel qui puisse décider du sort ou du moins de la destination de nos richesses en tant que telles, elle est quelque part, encore une fois, un alibi ou de profit de cette voilà, exactement. On devient des agents même de notre propre déstructuration. Et on en revient encore une fois à cette logique d'analyse. On doit analyser nos sols, on doit analyser, faire un inventaire réel de ce qui est la richesse naturelle
de nos sols sur le continent africain. Et c'est même de cette façon, au-delà même de l'effondrement économique, c'est même de cette façon qu'on sera capable d'anticiper les différentes guerres qui vont venir. Parce qu'aucune guerre ne vient s'il n'y a pas de richesse naturelle sur le sol. Donc, en réalité, il y a une réponse pour différents mots, à mon sens. Là, je suis peut-être en train de simplifier, mais la réalité est que si on est capable déjà de résoudre cette simplicité-là, on aura avancé sur un certain nombre de thématiques, un certain nombre de sujets. Je suis ultimement convaincu que la problématique africaine vient du fait qu'on n'est pas capable, pour l'instant, de se tourner vers l'étude de nos sols. On est des aveugles assis sur des bancs en or massif qui font la manche. C'est exactement ça. Et le problème, c'est qu'on fait la manche à des gens qui ont compris quelle était la richesse de notre banc, qui nous prennent une partie de notre banc tout le temps. Notre banc diminue. Tôt ou tard, on sera les fesses au sol. Ils nous donnent des miettes à celui qui est borgne, qui n'a pas les deux yeux fermés, et celui qui est borgne, il donne des miettes. Et celui qui est borgne sert justement au royaume des aveugles, borgne et roi. Ouais. D'accord, c'est un enchaînement. Hein. Et puis à partir de là, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Donc, cet effondrement économique et cette prévention des guerres comment dirais-je, ne sera effectif, ou du moins cette capacité à empêcher l'effondrement économique ne sera effective qu'à partir du moment où on aura un certain nombre de personnes qui auront compris que la guerre principale aussi, c'est d'étudier nos sols. Et pas attendre toujours que ce soit des gens extérieurs qui viennent nous dire « Ah, il y a un gisement pétrolier extrêmement important ici. Ah, il y a un certain nombre de riches. » On dirait que nous, on est là, on attend que tout vienne du ciel, mais tout est sous notre sol. C'est-à-dire que ça a été planté depuis un certain temps. Et d'autres personnes viennent, et quand les gens viennent trouver, bah, écoute, t'es chez toi, mais s'ils trouvent chez toi, bah, t'es obligé de partager avec eux. C'est comme ça que ça se passe. D'où la nécessité justement d'être dans cette logique de qualité. Exactement. Ouais. Donc, parce que la formation ne manque. Je précise bien encore une fois, c'est pas la formation qui manque. Ah non. Mais c'est l'orientation politique de ces gens formés. Et on en revient toujours encore une fois à l'outil géopolitique, l'outil géostratégique. Quelqu'un qui est un ingénieur agronome, quelqu'un qui est, je sais pas, qui travaille dans l'or de manière générale, mais qui n'a aucune notion géopolitique, qui n'a aucune notion géostratégique, c'est un criminel en puissance pour moi. Parce que c'est quelqu'un qui ignore ce qui sera quelque part le butin recherché par d'autres personnes qui viendront créer du Boko Haram par la suite. Et au mieux, c'est juste un ouvrier. Exactement. Voilà. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai que moi, je dis toujours, c'est pour ça que parfois les gens disent, mais pourquoi tu nous parles de géostratégie alors que ce qui compte, c'est de savoir faire un feu, filtrer de l'eau. Très bien, mais tu filtres ton eau et tu fais ton feu, pour la nuit des temps, tu vas ne faire que ça. Alors que peut-être tu es assis sur ce banc en or, et donc la géostratégie, la géopolitique, la compréhension de l'environnement, exactement, c'est fondamental dans la survie. Exactement. Parce que nous ne sommes pas là pour survivre en tant qu'individu, nous sommes là aussi pour survivre en tant que peuple. Et c'est là où j'en reviens, si tu permets Pierrot, encore une fois, cette notion de tradition primordiale. La tradition, c'est connaître son environnement. C'est être en harmonie avec la nature. Exactement. Et celui qui est en harmonie avec la nature connaît mieux l'endroit dans lequel il est, la sphère dans laquelle il est, que celui qui voudra essayer de le perturber par la suite. Donc on est obligatoirement, on se doit tous, c'est ce que j'essaye de propager comme message de tout mon être, on se doit tous de se plonger dans ce domaine de la géostratégie. Je le dis, je le répète, planter des tomates, c'est bien. Des villages autonomes, c'est nécessaire. Tout ça est nécessaire. Mais la priorité, c'est que tous les corps de métier sur le continent africain devront, tôt ou tard, et moi en tout cas c'est la responsabilité que j'ai prise, qui est la mienne, dans la sphère d'influence qui est la mienne, qui est petite, qui est plus importante que la plupart des autres qui parlent de la problématique panafricaine à l'heure actuelle dans la sphère francophone, je le dis objectivement, mais qui suit son chemin, qui grandira s'il plaît à Dieu. Il faut qu'on puisse toucher le plus de personnes possible, quel que soit leur domaine d'activité, pour qu'ils comprennent, comme je l'ai vu dans différents pays que j'ai visités. Quand je parle avec les Vénézuéliens, quand je parle avec les Iraniens, ce qui me touche chez ces gens-là, ce n'est pas leur culture en tant que telle. Je ne cherche pas à laisser ma culture de côté pour prendre la leur, ça ne m'intéresse pas, sinon je suis le fruit de ce que je combats. Exact. Je ne vais pas combattre le mondialisme et puis aller baver sur la culture des autres, non. Mais ceux que j'admire et ce que je veux prendre, c'est leur compréhension de leur environnement. Et qui touche tous les corps de la société. Et c'est parce qu'ils ont compris leur environnement qu'ils sont capables de mieux se protéger. Et ce qu'ils ont réussi à faire, pour l'instant, c'est ce sur quoi l'Africain a échoué, parce que l'Africain a le regard ailleurs. L'Africain a le regard sur la berline. Hein, on veut le 4x4 BM dans des endroits où il n'y a pas de route. Le chanteur à la mode. Voilà. Il n'y a pas de route, mais on est là, en train de faire des... Et c'est ça notre problème. C'est ça notre problème. Je ne dis pas que le but, c'est de créer une route ou de ne pas en créer, mais le but, c'est
être capable de comprendre ce qu'il y a sous notre sol et être capable de comprendre celui qui voudra le chercher. Et là, encore une fois, on en revient à cette notion aussi de compréhension, quand je dis résistance africaine au mondialisme, au globalisme, la stratégie de ce qu'on appelle les non-alignés. Moi, c'est une démarche dans laquelle je me sens extrêmement lié. Il faut, là, encore une fois, que dans cette démarche multipolaire, qu'on soit capable de changer, de redistribuer les cartes dans les relations économiques, commerciales que l'on peut avoir avec différentes nations. Sankara disait, ceux qui nous prêtent aujourd'hui sont ceux qui nous ont colonisés. Quand un serpent, et là c'est moi qui le dis, te mord, de toute façon je pense que d'autres l'ont dit dans l'histoire, te mord une fois, te mord 2 fois. Si tu tends la main, c'est que toi-même tu sais. Alors certains vont dire, on aime bien se faire mordre. Voilà, certains vont dire, tous les serpents ne sont pas venimeux. Ok, mais je ne vais pas laisser mon enfant quand même, mes enfants, je ne vais pas leur laisser le risque en disant, attends, on va voir s'il l'est ou il ne l'est pas. Et c'est ça notre problème. Pour moi, c'est ça notre problème principal. En tant qu'Africain aujourd'hui, et on le voit, le BRICS, même si j'ai encore une fois, je suis aussi... Regarde, t'as raison. Voilà, je ne suis pas angélique non plus, voilà. Je ne suis pas naïf non plus, mais je veux croire qu'il y a d'autres voies qui sont possibles. Et il faut expérimenter. Ce qui ne veut pas dire que ces gens-là soient des anges, mais c'est un contre-pouvoir. Voilà, c'est un contre-pouvoir qui leur casse les pieds. Et il faut apprendre à être malin et utiliser le contre-pouvoir à son avantage. En politique, il n'y a pas d'amis, il y a des intérêts. C'est clair. Et personne ne peut en vouloir à un homme de défendre les intérêts de sa famille. Voilà. C'est clair. Sur ces mots de responsabilité, parce que c'est de la responsabilité que de réfléchir ainsi, je te remercie, ça m'a fait vraiment plaisir de enfin avoir pu se croiser. C'est moi qui t'en remercie. Avant courage. qu'on se revoie en Afrique, au Sénégal, avec grand plaisir. Que tu passes à l'émission, l'invitation est lancée. Merci, elle est acceptée dès que possible. Ah ben voilà, dès que tu viens, tu me dis. Continuons nos combats respectifs pour nos peuples respectifs. Parce qu'en réalité, ils se rejoignent. En amitié, en respect mutuel. Exactement. Parce que ce n'est que comme ça qu'on peut grandir, avec les échanges entre peuples dignes, fiers et virils, et insoumis. Alors, ça me fait vraiment plaisir en tout cas de t'avoir vu, Pierrot. À très bientôt. Et tu vois, là c'est le rapport entre des peuples d'Europe et des peuples d'Afrique. C'est ce rapport sain qu'on veut. Exactement. Pas la France-Afrique de personnes qui s'en mettent plein les poches. Ou la négritude. Voilà, la négritude. Quand même, tu sais de quoi je parle. Et pour ceux qui ne le savent pas... Lisez les livres de Kémy, ils sont vraiment excellents. Merci infiniment. À très très bientôt. À bientôt. Ciao.